Bonsoir, chers apprenants. Bonsoir, Ntameng John, Bintasek, Insa Sadio, Oumisane, puis Rokhayjo, Sorna Maïmouna Dian. Vous êtes salués. Euh, AOCI également qui vient d'arriver. Bonsoir, demain comme se fait. Alors, sans plus tarder, on va démarrer le cours d'aujourd'hui qui s'articule autour de la révision générale du sujet de, du bac. Aujourd'hui, nous aurons affaire à traiter un sujet relativement lié à la science, c'est-à-dire qui met en exergue l'activité scientifique. Nous savons tous ce qu'est la science, ce qu'elle représente dans notre vie, ce qu'elle a apporté, tout simplement des reproches qui pourraient tout simplement éventuellement être faits sur la science. Également, c'est un thème assez vaste, assez actuel, qui tout simplement pose un débat contradictoire, qui amène des positions différentes par rapport aux différents problèmes soulevés dans ce domaine. Bon, aujourd'hui, nous avons procédé ainsi le cours pour une meilleure prise en charge du cours qui permet de mieux appréhender les explications et de suivre la démarche explicative. Il serait pertinent, et vous conviendrez tout de même avec moi, cette démarche peut être la meilleure qui pourrait nous permettre de mieux, moi, de vous faire comprendre, de vous persuader et vous de mieux saisir l'information que je vous donne. Alors, donc, on va essayer cette fois-ci, on va donner un temps aux élèves et un temps aux professeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où je vais expliquer, après je vais ouvrir le débat. Vous aurez votre temps pour poser vos questions et je vais répondre. Je vais prendre mon temps sur chaque question, sur chaque préoccupation. Après également, il y aura un temps pour traiter une partie. Après avoir traité cette partie, on va essayer de faire une analyse globale de la partie et les questions seront soulevées par les élèves, bien sûr, dans cette partie. Après avoir bouclé cette partie, nous allons également continuer. Nous pensons faire comme ça le cours d'aujourd'hui. Si c'est bon, on démarre. Bon, aujourd'hui, nous avons comme sujet, nous avons comme sujet, peut-on dire que la science est un remède à tous les maux. Donc, il faut comprendre, bien sûr, que ce sujet prend en charge la science, le mot qui est coloré en jaune. Peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? Il faut saisir également le terme mot pour comprendre à quoi ça renvoie. Peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? Il faudrait comprendre également le mot remède et que devant tout sujet, l'élève ou le candidat ou la candidate doit commencer par faire une analyse conceptuelle. C'est quoi l'analyse conceptuelle? Donc, le candidat ou la candidate doit commencer par une analyse conceptuelle. Une analyse conceptuelle, c'est la définition des mots-clés. Alors, et que ces mots, toutefois que ces mots sont définis, ça nous permet de mieux comprendre le sujet. Alors, donc, comme nous l'avions souligné tout à l'heure, on va commencer par définir la science. Après avoir défini la science, on va définir le mot remède. Et après avoir défini le mot remède, on définit l'expression mot. Après, ça nous permet de pouvoir faire ce qu'on appelle la reformulation. Donc, la science pourrait être définie comme étant l'ensemble des connaissances objectives
L'ensemble des connaissances objectives établies d'une manière, établies d'une manière incontestable grâce à ces résultats probants, grâce à ces résultats probants, il s'impose à toute l'humanité. Grâce à ces résultats probants et qui s'imposent à toute l'humanité. Alors, quand on dit que la science est l'ensemble des connaissances objectives, dans le mot, dans l'expression objective, vous avez objet, objet qui renvoie au matériel, c'est-à-dire l'ensemble des résultats visibles matériellement démontrés, qui sont établis d'une manière incontestable, d'une manière qu'on ne peut pas remettre en question, d'une manière qu'on ne peut pas tout simplement remettre en question, qu'on ne peut pas douter, grâce à ces résultats probants, c'est-à-dire ces résultats efficaces, efficients, qui montrent tout simplement que la science, n'est-ce pas, est incontestablement vraie et qui s'impose à l'humanité, c'est-à-dire donc une vérité scientifique, elle est partout dans le temps et dans l'espace, partout dans le monde, le bout à 100 degrés. C'est une vérité incontestable, une vérité, mais ce caractère incontestable de la vérité scientifique est justifié par le fait qu'elle s'impose à toute l'humanité parce qu'elle a été établie d'une manière indéniable, d'une manière qu'on ne peut pas enlever. Quand le scientifique également vous dit une vérité, cette vérité est toujours corroborée à des faits justifiés, c'est-à-dire qu'elle est capable de la démontrer. Prenons l'exemple du cours de sciences physiques, par exemple, du cours de chimie. Quand le prof de chimie vous dites le prof vous dit qu'il est capable de vous démontrer matériellement et objectivement la présence de l'acide ou la présence de la base ou l'absence des deux dans une solution, dans n'importe quelle solution. Il est capable de le faire. Le prof de chimie vous dira il faut confronter par l'expérimentation, il faut prendre le BT qu'on appelle bleu de bromothymol. Que fera le prof de chimie? Il vous dit que quand on prend quelques gouttes de BBT, qu'on mélange avec la solution qu'on veut tester, si elle est acide, basique ou neutre, il vous dit qu'il va tout simplement ajouter quelques gouttes. Il vous dit que s'il y a une coloration verte, ça veut dire que la solution est neutre. S'il y a une coloration jaune, la solution est acide. S'il y a une coloration bleue, la solution est basique. Et aux yeux de tout le monde, il est capable de le démontrer. Il peut le faire. C'est ça qui renvoie le caractère incontestable et imposant de la vérité scientifique. On peut prendre un autre exemple. Quand le prof de chimie toujours vous dit que on peut matériellement voir s'il y a du sucre réducteur qu'on appelle le glucose dans une solution. Il vous dit on va prendre la liqueur de filling à chaud qu'on mélange avec la solution. Quand on voit des précipités rouges, ça veut dire tout simplement qu'il y a du sucre réducteur dans la solution. De même, on peut le faire avec l'eau de chaud pour le CO2. Quand l'eau de chaud est troublée, ça veut dire qu'il y a la présence du CO2. Pour vous montrer qu'en réalité, cette définition est valable pour dire que la science est l'ensemble des connaissances objectives
établi d'une manière incontestable grâce à ses résultats probants et qui s'impose à toute l'humanité. C'est-à-dire que les vérités scientifiques s'imposent à tous parce qu'elle a été justifiée. Elle n'est pas, si je dis, elle n'est pas limitée par des contingences géographiques. La vérité scientifique n'est pas limitée par des contingences tout simplement religieuses ou morales. Elle l'est de manière justificative. Et on peut définir le deuxième mot. Le deuxième mot renvoie à l'expression remède. Par remède, on peut entendre une solution. Par remède, on peut entendre une solution, on peut entendre un médicament, entre autres. Quand, par exemple, vous êtes malade, vous prenez des médicaments qui sont des remèdes ou qui sont une solution pour votre guérison. Donc, c'est en réalité de la science peut être qualifiée comme étant une- un domaine de connaissance capable de régler nos problèmes, capable de solutionner nos problèmes, capable tout simplement de pallier à nos manques. Et on va prendre la dernière expression qui renvoie aux mots. Les mots, on peut entendre par mots les problèmes, par mots, on peut entendre problème, on peut entendre difficulté, problème, difficulté, obstacle, contrainte, entre autres. Donc, si nous arrivons à parcourir ces trois définitions, la définition de ces trois termes qui constituent tout simplement le libellé du sujet, à savoir la science, à savoir remède, à savoir le mot. Si je nous pose la question à savoir, est-ce que nous sommes en mesure de dire que la science peut être une solution à nos problèmes? Donc, juste ces trois termes qu'on a utilisés nous permettent aussitôt de faire une reformulation sans pour autant trop charger le sujet, sans pour autant trop avancer au niveau du sujet, de par les trois définitions. On peut avoir une reformulation. Sommes-nous en mesure, sommes-nous en mesure de considérer, sommes-nous en mesure de considérer que la science ou que l'activité scientifique, sommes-nous en mesure de considérer que l'activité scientifique est une solution à nos problèmes? Point d'interrogation. Donc, sommes-nous en mesure de considérer que l'activité scientifique est une solution à nos problèmes? Donc, la définition de ces trois expressions nous permet de saisir en réalité le sens du sujet, de comprendre que l'auteur veut dire est-ce que nous pouvons dire que la science peut régler les problèmes de l'homme. La science peut tout simplement solutionner les difficultés, n'est-ce pas, que l'homme est confronté dans ce monde. C'est une question assez ouverte qui nous permet de réfléchir sur la science. Donc, sans plus tarder, on va revenir sur le mot science. En effet, le mot science
vient de scienza, il veut dire savoir. Et on ne peut pas parler de la science qui signifie savoir sans autant parler de son histoire, parler de l'histoire de la science, comment elle est née et quelle forme elle a pris qui lui permet aujourd'hui de pouvoir d'être, en tout cas d'être considérée comme une forme de connaissance capable de régler nos problèmes. Alors, sur l'origine de la science, sur l'histoire de la science est indissociable avec l'histoire de la philosophie. Et parler de l'histoire de la science, c'est également parler de l'histoire de la philosophie. Parce que la science ne vient pas du ex nihilo, elle ne vient pas du ciel. Elle a forcément une histoire. Elle a été liée à un fait, elle a été liée à un temps, elle a été liée à une zone. La science, elle est née de la philosophie. Parce que pour ne pas venir sur la philosophie en tant que telle, les Grecs, bien avant la philosophie, avaient des formes de connaissances telles que la religion et le mythe. Et le mythe était une explication de l'univers par l'interrogation cosmologique. Il étudiait le cosmos, qui est l'univers. La philosophie est venue avec les présocrates pour tout simplement essayer de réfléchir autour des vérités mythiques, de revoir la véracité du mythe. Dès lors, on a compris que donc la philosophie nous a permis d'avoir une nouvelle orientation de la pensée. La philosophie a permis aux Grecs de pouvoir réfléchir sur les vérités mythiques et de revoir tout simplement le monde, la nature en tant que telle. Dès lors, donc, le mythe était présenté comme tout simplement un récit imaginaire ou légendaire qui s'appuyait sur des êtres surnaturels pour expliquer les causes naturelles des phénomènes naturels. Donc, les Grecs expliquaient l'origine du monde, expliquaient les phénomènes de la nature en mettant en valeur des personnages surnaturels qu'on appelle des dieux et qui sont à l'origine de ça événement, de chaque phénomène naturel. Et par là, je veux dire, par exemple, selon la mythologie grecque, Éole était considéré comme le dieu du vent, que tout phénomène ayant un rapport avec le vent est causé par Éole. Donc, il poussait aux Grecs de voir une considération dogmatique sur les phénomènes qui concernent l'univers, de la nature. Mais avec les présocratiques, on a tout simplement on a pu remettre en question le mythe et qu'il y a tout simplement un champ, un vaste champ de réflexion qui vient de s'opérer, qui est la philosophie, qui permet à l'homme d'avoir une nouvelle orientation de la pensée. C'est ce que Bertrand Russell dit que dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, nous voyons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. C'est-à-dire que la philosophie nous a permis tout simplement d'avoir une nouvelle orientation de la pensée et que la philosophie également a permis aux hommes d'avoir un esprit ouvert, il dit en ce sens, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner la réponse exacte aux doutes qui nous assiègent. La philosophie peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et délivre celle-ci de la tyrannie de l'habitude. Autrement donc, la philosophie a libéré les Grecs, n'est-ce pas, de la tyrannie de l'habitude qui est le mythe, qui était le mythe. Dès lors, il y a une nouvelle formule, il y a une nouvelle réflexion. De nouveaux problèmes se posent que d'ailleurs les Grecs commencent à réfléchir autour de la nature. D'ailleurs, c'est cette réflexion axée sur la nature qui a donné naissance à la philosophie. Parce qu'après, Socrate va revenir au 5, 6e siècle pour faire de la philosophie une interrogation anthropologique. C'est-à-dire que réfléchir, c'est réfléchir sur l'homme. Et quand on essaie d'étudier l'homme, on étudie tout. Il dit connais-toi toi-même, ainsi tu connaîtras l'univers. Donc c'est Socrate qui a amené l'interrogation anthropologique dans la philosophie, la connaissance. Mais tout premier temps, la philosophie était limitée uniquement sur le cosmos. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre par là que la science, elle est née de la philosophie. Parce que bien avant la science, c'est la philosophie qui a permis, qui a ouvert le débat, qui a permis aux hommes
de pouvoir réfléchir autour tout simplement de l'univers. Mais il y avait toujours une philosophie qui tout simplement essayait de faire la totalité tout simplement du savoir jusqu'au jusqu'au 18e et 19e siècle. Juste à partir du 18e siècle, il va y avoir ce qu'on appelle la révolution scientifique. Il va y avoir, par exemple, la révolution de la biologie développée par Claude Bernard, par exemple. La révolution de la physique développée par Newton. On a compris donc que la science commence à se détacher de la philosophie, commence à prendre une forme assez matériellement visible. C'est ce qui a donné la naissance du scientisme au 19e siècle. Le 19e siècle est marqué par la naissance du scientisme. C'est à partir du 19e siècle il y a le scientisme. C'est quoi le scientisme? Le scientisme ou le positivisme est également appelé le positivisme. C'est une forme de réflexion, un groupe de scientifiques qu'on appelle des positivistes ou les scientistes qui disent en réalité que la science n'a affaire qu'avec le matériel. La science n'a affaire qu'avec l'objet. Et que tout ce qui ne découle pas de la science n'est pas une connaissance. Et ils disent en ce sens, il n'y a de connaissance que celle scientifique. Et que la connaissance véritable, c'est celle qui est justifiable, celle qui est visible, celle qu'on peut démontrer matériellement. Donc, le divorce, ou, n'est-ce pas, le divorce entre la philosophie et la science est advenu à partir du 18e siècle, et matériellement, n'est-ce pas, est matériellement visible au 19e siècle, également avec la naissance du scientisme ou du positivisme. Ce qui nous a permis aujourd'hui de séparer la philosophie et la science, de la science et de pouvoir considérer la science comme une forme de connaissance capable de répondre à cette préoccupation. Parce que la science a permis aux hommes, comme le disent Descartes, de domestiquer la nature. Parce que avant l'avènement de la philosophie, la nature était un mystère pour l'homme et que les hommes s'accordaient à mettre, n'est-ce pas, une barrière entre eux et la nature en mettant le mythe. C'est la philosophie qui est venue pour enlever la barrière. Maintenant, la science également est arrivée jusqu'à déchiffrer la nature, jusqu'à démystifier la nature, jusqu'à même imposer la nature. Aujourd'hui, l'homme ne s'adapte pas seulement, mais il adapte la nature. L'homme défigure la nature, transforme la nature. C'est ce que Descartes dit. Il dit que grâce aux sciences et aux inventions, l'homme est devenu maître et possesseur de la nature. Il domine la nature, il dompte la nature et il domestique la nature. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle vous pouvez parler d'autoroute sous-marine, une autoroute construite sous, n'est-ce pas, sous l'eau, autoroute sous-marine. On peut parler de pluie artificielle. On peut parler tout simplement de transgenre pour tout simplement voir que l'homme est capable de modifier même sa nature et la nature physique. Raison pour laquelle Jean Rostand avait dit que la science a fait nous déduire avant que nous méritions d'être même des hommes. Mais la question qu'on devrait se poser est de savoir est-ce que réellement la science prend en charge toutes les préoccupations de l'homme. Parce qu'on a dit tous les mots, l'auteur a dit tous les mots, revoyez le sujet. Il a dit tous les mots pour renvoie à la totalité. Donc, tous les mots, est-ce que tous les problèmes de l'homme sont des problèmes matériels? Parce que la science aujourd'hui, avec le positivisme, ne prend en charge que les problèmes matériels. Mais est-ce que tous nos problèmes sont matériels? D'où la réflexion philosophique, même l'épistémologie, nous renvoie à une critique sur l'emploi et la pratique scientifique. Également, pour voir que la science ne répond pas à toutes les préoccupations de l'homme. L'homme veut comprendre la mort et que la mort est immatérielle. L'homme veut comprendre tout simplement l'immortalité de l'âme. Les hommes veulent comprendre leur destin. Les hommes veulent comprendre leurs origines. Les hommes veulent comprendre tout simplement leur destinée. Et toutes ces questions-là ne sont pas des questions qui sont des questions matérielles, cosmologiques. Les hommes également veulent savoir tout simplement ce qu'ils peuvent espérer avoir dans un futur. Parce que, par exemple, vous êtes des élèves en classe de terminale. Vous espérez avoir le bac. Donc, vous posez la question, que m'est-il permis de faire?
L'ensemble de ces questions-là, alors certaines sont des questions d'ordre métaphysique, d'autres sont des questions d'ordre sociologique, pour dire que les questions d'ordre métaphysique renvoient à tout ce qui est au-delà de la physique. Par exemple, la question sur Dieu, la question sur notre origine, la question sur l'âme, la question sur la mort. Toutes ces questions sont métaphysiques. Mais il y a d'autres questions, comme la question sur la morale. Que m'est-il permis tout simplement de faire? Ces questions-là sont axiologiques. Donc là, on peut parler de la mort. Là, on peut parler de ce qu'on peut espérer, l'espérance. Là, on peut parler de l'âme. On peut parler de l'âme, etc. Pour voir que, en réalité, ces questions-là ne sont pas prises en charge par la science. Le positivisme n'a qu'avec le matériel. C'est la raison pour laquelle, regardez en haut, sur la définition de la science, j'ai dit que la science peut être définie comme étant l'ensemble des connaissances objectives. Regardez, j'ai encerclé objective, veut dire tout simplement l'ensemble des connaissances objectives, c'est-à-dire que la science n'a affaire qu'avec le matériel. La science n'a affaire qu'avec tout simplement l'objet, l'ensemble des connaissances objectives. Ce qu'on nous a fait comprendre. Mais avec Socrate, qui avait fait la tournure anthropologique, c'est-à-dire étudier même ces préoccupations-là, ces questions également sont des mots, sont des questions profondes que l'homme doit essayer de savoir, les questions qui concernent la métaphysique et les questions qui concernent la morale, l'axiologie, les valeurs que la science ne traite pas. La science ne prend pas en charge ces questions-là. Raison pour laquelle on peut dire que est-ce que réellement la science est un remède à tous les maux? La science n'est-elle pas limitée? La science n'est-elle pas faillible quelque part? La science n'arrive pas à tout simplement régler tous les problèmes de l'homme. Donc, de par ce truchement, on peut en réalité essayer de saisir ce sujet, de comprendre en réalité ce sujet met en valeur la science comme étant une solution à nos problèmes. Mais la question qu'on devrait se poser est que si la science parvient à régler à tous les problèmes que l'humanité se pose, la science arrive-t-elle à régler les questions, arrive-t-elle à répondre à toutes les questions que l'on se pose? La science arrive-t-elle à satisfaire l'homme, n'est-ce pas, dans toutes ses préoccupations? Et si la réponse est non, on va voir une science qui est limitée, une science en réalité qui n'est pas capable tout simplement de répondre aux préoccupations. Donc, d'une part, on va montrer les progrès scientifiques. D'autre part, on va montrer les limites de la science. Donc, dans la thèse du sujet, on va montrer les progrès scientifiques. Aujourd'hui, la science a permis à l'homme, n'est-ce pas, de se même proclamer maître et possesseur de la nature. Permet à l'homme d'avoir un immense pouvoir, un pouvoir tout simplement qui lui permet de pouvoir dépasser ses limites et de tout simplement déchiffrer la nature. Entre autres, on peut dire dans l'antithèse que la science, ce pouvoir qu'il amène, n'est-ce pas, n'est pas contrôlé et tout simplement peut conduire mal à l'humanité. Et d'ailleurs, on parlera, comme l'a dit Rabelais, science sans conscience n'est qu'une Donc, il y a des questions que la science ne prend pas en charge et qui sont beaucoup plus importantes que la science elle-même, qui sont les questions d'ordre métaphysique et d'ordre sociologique. Donc, comme je vous l'avais dit, il fallait quand même que je commence par expliquer les concepts du sujet, de faire leur analyse conceptuelle afin de permettre aux élèves de pouvoir saisir le sujet, n'est-ce pas, dans son entièreté. Et on va donner une 5 à 10 minutes d'échange, 5 à 10 minutes dans lesquelles vous allez intervenir, poser des questions, faire des suggestions et je serai là à vous satisfaire. Une fois cette chose elle est faite, on va commencer maintenant à aborder la première partie de notre travail qui est l'introduction. Parce qu'on a tous les outils nécessaires qui nous permettent de pouvoir introduire dès qu'on a fait l'analyse conceptuelle. On peut penser à faire l'amorce, poser le sujet, on a sa reformulation. Maintenant,
il nous reste à faire la problématique et annoncer le plan. Dès lors, je commencerai par Dabagay, qui dit que depuis les grandes révolutions scientifiques, l'homme place en la science un immense espoir. La science nous aide à explorer l'espace et améliorer ses conditions de vie. Face à ces progrès, il est tentant de penser que la science pourrait répondre à tous les problèmes humains comme une solution universelle. Oui, en effet. Mais comme je l'ai dit tantôt, la science, elle est faible quelque part. D'abord, il y a des domaines où la science ne touche pas, ne répond pas. Et que ces domaines-là constituent l'essence même de la vie humaine parce que ça donne un sens à notre vie. C'est-à-dire, nous devons à notre esprit de savoir d'où venons-nous, pourquoi nous existons plutôt que, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui nous est permis d'espérer, qu'est-ce qui nous est permis de faire, donc, quel est notre destin, quelle est notre destinée, c'est des questions qu'on se pose. Donc, on va ouvrir le micro et vous allez lever la main, un à un, et on va essayer de vous satisfaire avant de commencer l'introduction du sujet. Alors, jeunes gens, à vous la parole, à vous, n'est-ce pas, les questions, toutes les questions qui vous préoccupent concernant ce sujet, nous sommes dans la disponibilité entière de vous expliquer. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, vous pouvez lever la main si vous avez des questions ou suggestions. Oui, Oumissane, oui. Khadija Diop se prépare. Oumissane, vous pouvez ouvrir le micro. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Oumi. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Oui, Oumi. monsieur, ma question est la suivante. Est-ce que ce sujet-là fait appel à la domaine numéro 4, l'épistémologie? Bon, ce sujet, vous savez, la science sera abordée deux fois dans le programme. La science sera Oui, abordée dans le domaine un et également dans mhm, l'épistémologie. Ce sujet peut oui, toucher bel et bien les deux parties. oui, Vous avez oui, compris? d'accord, monsieur. Oui, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Oui, Khadijatou, il y a Khadijatou Diop qui avait levé la main. Oui, Khadijatou. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, dans ce sujet, pour la thèse, on montrera que la science est un remède à nos maux. Oui. Et l'antithèse, on montrera les limites. Et la synthèse, Donc, dans la synthèse, vous pouvez tout dire, vous pouvez montrer le mariage. Vous dites que la science doit être contrôlée. Vous proposez par exemple la philosophie comme au moins pour contrôler la science. Vous avez compris? non, non, j'ai pas Khadijatou. compris. D'accord. Dans la thèse, vous allez montrer les progrès scientifiques. Dans l'antithèse, vous allez montrer les limites de la science. Mais dans la Oui, synthèse, si vous voulez faire une synthèse, vous pouvez dire que malgré ces limites, nous pouvons amener la philosophie pour contrôler la science qui va la servir de guide moral et intellectuel. C'est-à-dire, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette conscience que doivent avoir les sciences peut venir de la philosophie. Tu as compris? oui, je comprends. Merci. Oui, Khalil Sen. Oui, alors, Oui, oui, bon, je voulais savoir si la oui. notion de métaphysique et de l'axiologie, on va l'évoquer dans la deuxième partie ou bien. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Parce que ces préoccupations-là, la science n'est-ce pas, ne les considère pas, la science ne les prend pas en charge. La métaphysique et l'axiologie, vous allez les mettre en valeur dans la thèse, bien sûr. Oui, une On va autre. l'utiliser pour contrer la thèse. Oui, pour montrer qu'il y a des limites de la thèse, que la science n'est pas capable de régler à tous nos problèmes. Il y a des problèmes qui concernent l'homme en personne, c'est-à-dire des questions qui concernent la vie, la mort, c'est pas ce qu'on peut avoir sur l'âme, sur les valeurs, sur la morale, ce qu'on doit faire.
sa manière de se comporter, la science ne répond pas à ces questions. Oui, Marie-Pierre Chang. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, si on parle de la science, est-ce qu'on peut parler en même temps de la religion? Ça, où, dans quelle partie du sujet? Pendant qu'on parle de la science, Oui, est-ce qu'on peut parler en même temps la religion? où, j'ai dit, dans la thèse ou dans l'antithèse? Où vous Dans la pensez? thèse. Dans la thèse, on ne peut pas parler de la religion, parce qu'on parle uniquement de la science. Peut-être dans l'antithèse, vous pouvez dire qu'il y a des mots que la religion tente de régler ou la religion a réglé et que la science ne règle pas. Ça dit que la D'accord. religion nous a renseigné sur Dieu, sur la mort, sur l'âme, et alors que la science ne le fait pas. Tu as compris? Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas entendu un ça. Je n'ai pas entendu un sans Sadio. Monsieur, je suis là. Oui, un ça, tu as l'habitude d'intervenir quand même. Aujourd'hui, j'ai pas de questions, j'ai bien compris le sujet. Ah, tu as très bien compris. Ah, mais nous sommes dans le domaine de la philosophie. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses. Et que chaque réponse que je vous donne doit être, n'est-ce pas, une nouvelle question. Si on pense voir clair en tout, on arrête de philosopher. Oui, Mohamed Kaita. Bonjour, bonsoir monsieur. Ma question est la suivante. Dans la Oui, thèse, vous avez parlé, quand on parle de science, on parle forcément des raisons. Donc, on parle. est-ce que je dis quand on parle de science, on parle forcément Oui, des raisons. Donc, est-ce oui. que dans l'antithèse, on pourrait parler du, du fait que la science, non, la raison est fondamentalement limitée pour trouver des Effectivement. réponses. Effectivement, là, vous allez montrer les limites de la science. Montrer également que la science, en tant qu'activité rationnelle, il y a des domaines qu'elle ne peut pas toucher. Et dès lors, vous montrez que la science ne règle pas tous nos problèmes. Et que ces domaines-là, peut-être, sont touchés par la philosophie ou la religion, ou même le mythe. C'est bon? Oui, oui, merci. Je vous en prie. Et une autre intervention. Une autre intervention. Il nous reste 3 minutes dans l'interaction. Les 3 minutes, si par exemple tout est clair, on peut se lancer dans la suite du travail. Une dernière intervention, un dernier intervenant, une dernière intervenante. Alors, donc je pense qu'on peut aller au travail proprement dit. On peut aller au niveau de notre introduction. Alors, donc on va parler de l'introduction. On va essayer de faire l'introduction de ce sujet. Alors, on va parler de l'introduction de ce sujet. Alors, l'introduction répond, demande des normes, demande une certaine pratique. Alors, dans l'introduction, on doit commencer d'abord par faire l'amorce. Et si on remonte, on avait déjà défini les termes pour mieux comprendre le sujet. On a défini la science, on a tout simplement parlé de solutions, de remettre comme solution, on a défini le problème. Alors, on a des possibilités différentes. Dans l'introduction, on peut partir par, soit dit, on peut faire le morse par citation, on peut faire le morse par définition, on peut faire le morse tout simplement par paradoxe. Prenons l'exemple des définitions qu'on a déjà prises. On peut dire la science du latin scienza
La science du latin. Scienza, qui veut dire savoir. La science du latin scienza, qui veut dire savoir. La science du latin scienza, qui veut dire savoir, est définie et l'ensemble des connaissances l'ensemble des connaissances objectives, l'ensemble des connaissances objectives établies, de connaissances objectives établies d'une manière incontestable grâce à ces résultats, grâce à ces résultats probants et qui s'imposent à toute l'humanité. Non? Voulant dire, voulant dire par là que la science de par, de par sa démarche efficace et efficiente, la science de par sa démarche efficace et efficiente est capable de résoudre capable de résoudre tous les problèmes. Alors, là, ça peut saisir d'amorce. On peut dire que la science du latin scienza, qui veut dire savoir, est l'ensemble des connaissances objectives établies d'une manière incontestable grâce à ses résultats probants et qui s'imposent à toute l'humanité. Voulant dire par là que, que la science, que la science de par sa démarche que la science, de par sa démarche efficace et efficiente, est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme. Hein? Maintenant, on va poser le sujet. C'est ce qui semble justifier
C'est ce qui semble justifier l'interrogation du sujet. De quoi on ouvre les guillemets. Peut-on dire que la science, peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? On dire que la science est un remède à tous les maux. Explicitement dit. Maintenant, on va reformuler. Explicitement dit. Maintenant, on va prendre ce qu'on avait pris comme reformulation. On avait pris ici, explicitement dit, on l'avait pris au brouillon. Sommes-nous en mesure de considérer que l'activité scientifique est une solution à nos problèmes? Explicitement dit, sommes-nous en mesure de considérer l'activité scientifique sommes-nous en mesure de considérer l'activité scientifique comme une solution à nos problèmes? Maintenant, après avoir reformulé, il nous reste à faire une problématique et un plan. Mais nous, on va essayer de faire la problématique par questionnement, par une série de questions. Et après, le plan sera simplement une phrase qui sera tout simplement annoncée. Par exemple, on peut commencer par dire en quoi, en quoi, en quoi, en quoi pourrait-on dire que la science, en quoi pourrait-on dire que la science est un, en quoi pourrait-on dire que la science est un remède pour les maux? Là, c'est une question qui peut aller dans le sens de la thèse. En quoi pourrait-on dire que la science est un remède à tous les maux? Cependant, on fait la transition par un connecteur de transition. Cependant, la science, la science arrive-t-elle, arrive-t-elle, arrive-t-elle à répondre, arrive-t-elle à répondre, la science arrive-t-elle
à répondre à toutes les questions que l'humanité La science arrive-t-elle à répondre à toutes les questions que l'humanité se pose? La science arrive-t-elle à répondre à toutes les questions que l'humanité se pose? La science n'a-t-elle pas laissé des choses essentielles, des problèmes profonds? On peut poser une autre question. On peut dire, par exemple, n'y a-t-il pas de questions, de préoccupations profondes, des difficultés, des angoisses profondes que la science ne répond, ne répond pas? N'y a-t-il pas, n'y a-t-il pas, n'y a-t-il pas d'angoisse profonde? N'y a-t-il pas d'angoisse profonde non prise en compte, non prise en compte par la science? Alors, point d'interrogation, n'y a-t-il pas d'angoisse profonde non prise en compte par la science? On peut poser plusieurs questions. Même si nous voulons faire une synthèse, on pourrait dire toutefois, la science ne serait-elle, la science ne pourrait-elle pas être coordonnée, être corroborée, être accompagnée par d'autres formes de connaissances telles que la religion ou la philosophie, capable de pallier au mal. Alors, donc, on a posé plusieurs questions, on peut aller à notre plan. On peut dire c'est autour, c'est autour de cette problématique, parce que l'ensemble des questions constitue une problématique. C'est autour de cette problématique que va articuler notre développement. C'est autour de cette problématique que va s'articuler notre développement. D'accord. Maintenant, on a fini l'introduction. On commencerait par dire la science du latin scienza, qui veut dire savoir, est l'ensemble des connaissances objectives établies d'une manière incontestable grâce à ces résultats qui s'imposent à toute l'humanité. Voulant dire par là que la science, de par sa démarche efficace et efficiente, est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme. C'est ce qui semble justifier l'interrogation du sujet. Peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? Explicitement dit, sommes-nous en mesure de considérer l'activité scientifique comme une solution à nos problèmes? En quoi pourrait-on dire que la science est un remède à tous les maux? Cependant, la science arrive-t-elle à répondre à toutes les questions que l'humanité se pose? N'y a-t-il n'y a-t-il pas d'angoisse? N'y a-t-il pas, n'y a-t-il pas d'angoisse profonde non prise en compte par la science? C'est-à-dire, les angoisses profondes sont les questions d'ordre métaphysique, moral, c'est-à-dire axiologique. C'est autour de cette problématique que va s'articuler notre développement. Alors,
quelle impression faites-vous de l'introduction? Si vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous n'avez pas compris, des équivoques à lever, nous sommes entièrement disposés à votre bonne. Vous pouvez ouvrir le micro. Oui, Oumisane. Oui, monsieur. Oui, Là où vous avez dit, c'est c'est ce qui semble justifier l'interrogation du sujet. oui, Est-ce que si le sujet après dit, c'est ce qui semble justifier l'affirmation du sujet? effectivement, bien sûr. Et pourquoi j'ai utilisé semble justifier? Parce qu'on est dans Oui. la dissertation philosophique. C'est pas Mhm. clair. C'est pas forcément ce qu'on dit est réel et en rapport avec le sujet. C'est-à-dire qu'un philosophe doit faire preuve de modestie et de simplicité. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire comme vous le faites en français, sans doute. C'est ce qui justifie. Ou forcément, c'est ce qui justifie. Alors, d'ailleurs, Oui. il faut dire, c'est ce qui semble justifier. C'est pourquoi, même dans Mhm. la problématisation, j'ai utilisé le conditionnel. D'accord. Vous pouvez dire ce qui Oui. semble justifier l'affirmation, ce qui semble justifier l'interrogation. C'est bon? Oui, d'accord. C'est bon. D'accord. Oui, Nafi Gaye. Bonsoir, monsieur. Mhm. Oui, J'ai bonsoir. j'ai essayé une introduction. Est-ce que je peux la lire? Allez, si, je vous écoute. Depuis des siècles, l'homme Mhm. cherche à comprendre le monde qui l'entoure pour Mhm. améliorer sa condition de vie. Mhm. Grâce à la science, il a réussi à dominer la nature, à inventer des outils, à soigner des maladies et à transformer profondément la société. Oui. C'est dans ce paradoxe qu'une telle interrogation a été soulevée. Mhm. Peut-on dire que la science est un remède à Alors, tous les maux? attendez. Pourquoi vous avez dit dans ce paradoxe? Qu'est-ce qui est paradoxal dans ce que vous dites? Hmm, C'est bon? Oui, Il faut enlever ce terme. C'est-à-dire que d'accord. si vous êtes parti par paradoxe, c'est pour ce qui vous permet de dire c'est dans ce paradoxe. Mais vous n'êtes pas parti par un paradoxe. Vous êtes parti par un fait réel. C'est-à-dire de montrer ce que la science a fait pour l'humanité. Dites-nous, vous D'accord. dites que c'est dans ce sens. C'est bon. Oui, oui. Allez. C'est dans ce sens qu'une telle interrogation a été soulevée. Oui. Peut-on dire que la science est un remède à tous les maux? Mhm. En termes plus clairs, Mhm. peut-on affirmer que la science apporte une solution à tous nos problèmes? Dès lors, la science peut-elle vraiment répondre à tous les problèmes de l'homme? Effectivement. Mhm. Pour prendre en charge ce sujet, nous allons Mhm. répondre aux questions suivantes. Très bien. En C'est quoi une la, très... sci- Allez-y. En quoi la science apparaît comme un puissant remède aux problèmes humains? Mhm. Dans quelle mesure peut-on soutenir que la science a des limites? Oui, très bonne introduction. Souvent, à la différence de moi, et que vous avez préféré problématiser par des questions et revenir sur le plan et poser. C'est-à-dire que si vous avez problématisé par des questions et que chaque question prend en charge une partie, c'est-à-dire une question pour la thèse, une question de l'antithèse, vous n'avez pas besoin de revenir sur le plan pour répéter ça. Il fallait dire, c'est autour de cette problématique, c'est autour de ces questions que s'articulera le corps de notre développement. C'est bon? D'accord, oui, merci beaucoup. D'accord. Il faut s'inspirer de ce que j'ai dit. Alors, Leïla, avant de vous prendre, je vais répondre à Mam. Il y a d'abord sur le mail en haut qui dit, alors, est-ce qu'on est obligé forcément de faire la problématique? Oui, la problématique d'ailleurs, c'est la base du travail. La problématique peut être une seule question capable d'avoir plusieurs réponses ou des questions séparées, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. La problématique elle est fondamentale. Soit vous pouvez le faire par une série de questions, soit vous pouvez le faire par une seule question accompagnée d'un plan détaillé. C'est bon? Alors, pour Marem, qui dit que, monsieur, est-ce que toutes les questions que l'on pose dans l'introduction, on doit le rendre dans le plan? Effectivement, tant de questions, autant de réponses. Parce que les questions, ce sont les questions qui définissent le plan du travail. Cette question mérite réponse. C'est-à-dire que vous devez répondre. Chaque question prend en charge une partie à développer. Monsieur, est-ce que vous pouvez descendre un peu pour que je puisse faire une lecture, car je suis en retard. D'accord. Vous aurez le cours de près.
sur le site, n'est-ce pas, sur la plateforme, cours sera disponible dans son entièreté. Alors peut-être si nous parvenons à descendre, vous pouvez voir, faire la capture à la fin. Est-ce que le plan est obligatoire? Oui, il y a d'abord qui pose est-ce que le plan est obligatoire? Le plan, c'est-à-dire ça dépend de la manière, mais le plan est obligatoire parce que c'est le plan qui montre le travail à faire dans le développement. C'est-à-dire que soit vous allez faire une série de questions et que le plan sera une phrase annoncée, soit vous allez faire une problématique générale et le plan sera détaillé comme vous le faites en français. Mais le plan est obligatoire. Oui, Leila Sall. Leila. Bon, monsieur, je demande pourquoi vous convoquez au niveau de l'entité la science aide à répondre à toutes les questions que l'humanité se pose, au Oui, lieu de dire que la science a des limites. oui, parce que quand je dis la science arrive-t-elle, c'est comme si est-ce que la science peut répondre à toutes les questions. C'est la même chose. Et que la réponse sera oui, non, la science ne peut pas répondre à toutes les questions que l'on se pose. Alors, vu que je dois poser une question, peut-être je voudrais dire la science n'a-t-elle pas de limite. Mais là, c'est aussi vaste. Quand je dis que la science arrive-t-elle à répondre à toutes les questions que l'on se pose, c'est dire que la science ne répond pas à toutes les questions, à toutes les préoccupations de l'homme. C'est la même chose. C'est Donc, bon? oui, je pensais que on doit rester sur le sujet et au ce niveau de l'entité, on va l'argumenter au niveau de l'entité. On va. Je pensais qu'on va rester sur le sujet et ce que vous convoquez au niveau de l'entité, on va le garder sur le développement. D'accord. Mais quand je dis ici, cependant, la science arrive-t-elle à répondre à toutes les questions que l'humanité se pose? C'est de dire que la science, c'est poser une question sur la thèse. C'est de remettre en question la thèse. C'est de dire que la thèse ne prend, c'est-à-dire la science ne prend pas en charge les questions, toutes les préoccupations de l'homme. D'accord. Ok, C'est bon? oui, j'ai compris. D'accord. Merci. Merci. Alors, un autre intervenant, une autre intervention. Oui, allez-y. On ne fait pas ce genre d'introduction en classe. Oui, Sokhna May, tiens, est-ce que tu peux ouvrir le micro, m'expliquer le genre d'introduction que vous faites en classe? Est-ce que dans votre introduction, à la différence de notre introduction, est-ce qu'il n'y a pas amorce? Est-ce qu'il n'y a pas reformulation? Est-ce qu'il n'y a pas la pose du sujet? Est-ce qu'il n'y a pas la reformulation? Est-ce qu'il n'y a pas la problématique accompagnée de plan? Sokhna May, si vous pouvez ouvrir le micro pour m'expliquer grosso modo ce que vous voulez dire. Parce que les méthodes sont différentes. Oui, Sokhna May. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je veux lire mon introduction. Oui, allez-y. Par exemple, on peut dire que la science, du latin scientia, qui veut dire savoir, et l'ensemble des connaissances objectives établies d'une manière, etc. Mhm. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette interrogation. Mhm. On ouvre une game et on amène le sujet. Mhm. En termes plus clairs, sommes-nous en mesure de considérer que l'activité scientifique est une solution à nos problèmes? Point d'interrogation. Au cours de notre travail, deux questions méritent d'être posées. C'est ça la différence. Le plan, Mais, on dit, mhm. Allez-y, continue, je vous suis. dans quelle mesure peut-on dire que Mhm. la science est un remède à tous les maux? Mhm. L'antithèse, ne peut-on pas admettre le contraire, que la science Mhm. n'est pas toujours un remède à tous les maux? Mhm. On ne fait pas la problématique en classe. D'accord. Mais à la différence avec moi, c'est la même chose. Vous avez dit que dès lors, les questions qui nous viennent à l'esprit, alors moi, je suis venu poser les questions directement. Vous avez C'est la compris? même chose. Oui, j'ai posé les questions, après j'ai dit le plan. J'ai dit que c'est autour de cette problématique que s'articulera notre développement. Ce sont les questions Mm, qui constituent la problématique. C'est la même chose. mm,
Ok, Alors, ok. dans votre introduction, j'ai senti que dans l'amorce, tu as été trop court. C'est-à-dire, ton amorce là, tu l'as un peu bâclé. Mhm. Il fallait être un peu plus détaillant sur la science. C'est bon? Oui, oui, ok, merci. D'accord, d'accord, c'est bon. C'est bon. Oui, une autre intervention. Foudiambay, Foudia. Allez, on passe à une autre personne. Oui, Khalil, Sen. Bon, moi, Oui, je, je voulais savoir oui. que dans l'introduction, si le problème général est nécessaire, le fait de poser le problème général avant la problématique. Ce n'est pas une obligatoire. Ce n'est pas une obligation, excusez-moi. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, moi, si je pouvais dire que ce sujet nous invite à réfléchir sur l'utile, sur tout simplement l'impact ou le pouvoir de la science. Dès lors, notre développement s'articulera autour. Le problème est à ce qui est, ce n'est pas une obligation. Tu peux le faire, tu peux ne pas le faire. Ce qui est obligatoire, c'est la problématique. Pourtant, on vous a appris ça en classe. On vous a dit qu'une introduction a des parties, mais certaines parties ne sont pas obligatoires. Mais les parties essentielles sont l'amorce, amener le sujet, poser le problème par la problématisation et annoncer le plan. Même la reformulation n'est pas obligatoire. C'est bon? C'est bon, Khalid? Oui, ça Khalid? va. Oui. D'accord, c'est bon. Ok, merci beaucoup. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, je n'ai pas senti un ça. Un ça, il faut. Les philosophes aiment des questions, moi j'aime des questions. Oui, Khoudjambay. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a possibilité d'avoir plus de deux questions dans l'introduction. S'il y a possible d'avoir. Plus de deux questions. Plus de deux questions. Oui, moi j'ai posé plus de deux questions. Non, si tu as posé trois questions, je pensais qu'il y avait, on devait avoir l'antithèse, la thèse et l'antithèse. Non, pas forcément. L'antithèse peut être détaillée en question, même la thèse peut être détaillée en questions différentes. Même on peut avoir une question pour la synthèse. C'est-à-dire que les questions ne sont pas limitées, mais autant de questions, autant de réponses. Chaque question doit être répondue dans le développement. Tu as compris? C'est bon? C'est bon, Khoudia? Oui, un ça. Mais, monsieur, Oui, bonsoir. oui, bonsoir. Mais parfois, on dit minimum trois questions dans l'introduction. Il nous faut? Je ne vous ai pas entendu. Parfois, on dit minimum trois questions dans l'introduction. Or que vous avez dit qu'on peut faire une seule question. Une seule question. Qu'est-ce que Euh, j'ai dit? minimum, minimum Hein? trois questions. La thèse, l'antithèse et parfois même la synthèse. Non, on peut ne pas faire la synthèse. Les questions ne sont pas limitées. Ça a des minimum deux questions, thèse et antithèse. Ah, d'accord. C'est bon? Ouais. Oui. Khoudjambay, toujours. Vous avez levé la main. Khoudia? Oui, nous vous écoutons. Oui. Ngassi Gadiaga? Oui, monsieur. Oui. En fait, Livy, introduction, est-ce qu'une seule question suffit pour faire la problématique? Est-ce qu'on peut le faire pour une seule question? Oui, en effet, on peut problématiser par une seule question. Mais cette question, en réalité, c'est une question ouverte capable d'avoir une réponse pour la thèse, une réponse pour l'antithèse. Mais dès lors, dans votre plan, également, vous êtes obligé de reprendre les parts différentes. Reprendre les parts de manière différenciée. Mais nous, dans notre méthode, on a
problématisé par une question qui prend en charge la thèse et des questions qui prennent en charge l'antithèse. Et après, on a annoncé le plan. Mais on peut problématiser par une seule question, mais le plan sera beaucoup plus détaillé là-dessus. C'est bon? C'est bon? Oui, ok. D'accord. Oui, Ndak. Noga Ndak. Noga Ndak, avant qu'on commence le développement, on aborde le développement. Noga Ndak. S'il n'y a pas intervenant, on va continuer à réfléchir autour. On va continuer à réfléchir autour de la, on va continuer à réfléchir autour de la problématique. On va continuer à réfléchir autour de la problématique du sujet. Dès lors, on va essayer d'aborder, on va essayer d'aborder le développement. Voilà. Donc, tenez-vous bon. On va parler du développement. Alors, le développement. Monsieur, Oui, je suis en retard. Tu peux revenir sur la morceau? je peux revenir sur l'amorce, Oui. c'est-à-dire montrer l'introduction qu'on a fait. Non, pas besoin de l'introduction entière, mais seulement la morceau. D'accord, je vais descendre. Je vais monter pour vous montrer quand même ce qu'on a fait de manière très rapide. Alors, descendre. On va descendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, dans l'amorce, on présente tout simplement la définition du terme, c'est-à-dire la science du latin scienza, qui veut dire savoir et l'ensemble des connaissances objectives établies d'une manière incontestable grâce à ces résultats probants et qui s'impose à toute l'humanité. Voulant dire par là que la science, de par sa démarche efficace et efficiente, est capable de résoudre à tous les problèmes dans l'homme. C'est bon? Astou? C'est bon, Astou? Astou? C'est bon? Alors, on va essayer de parler du développement. On va continuer, on va parler du développement. Alors, c'est quoi développer? Comme on l'avait dit la fois dernière. Développer c'est argumenter. Et comment argumenter? Pour argumenter, on est obligé de tout simplement avoir une démarche qui concerne des paragraphes argumentatifs. C'est-à-dire, il nous faut des paragraphes argumentatifs, des paragraphes qui justifient la thèse de l'auteur. On doit montrer la thèse de l'auteur et il nous faut des paragraphes. Alors, donc, la thèse, c'est montrer que la science est une solution à nos problèmes. Et on va essayer d'abord, pour faire un paragraphe argumentatif, on doit d'abord avoir une idée directrice, on doit présenter l'idée directrice. Après, on doit l'expliquer. Pour l'expliquer, il nous faut un connecteur logique d'explication. Et après, il nous faut, n'est-ce pas, une illustration, une valeur qui, tout simplement, des exemples ou des citations qui justifient nos dires avant de faire une conclusion partielle. Là, le sujet dit que la science, peut-on dire que la science est un remède par tous les maux?
Donc, on va essayer de voir en quoi la science serait-elle un remède à tous nos maux. On peut dire, par exemple, on peut présenter des directrices pour dire la science, la science, Monsieur, oui, a répondu, dans la première partie, tu peux dire que la science permet de soigner nos maux. oui, la science permet de soigner, de régler nos problèmes, de soigner nos maux, de régler nos difficultés. D'accord, c'est bon. La science a répondu, la science a, excusez-moi, la science a donné réponse sur, sur les questions auxquelles, sur les questions auxquelles l'humanité est confrontée. La science a donné réponse sur les questions auxquelles l'humanité est confrontée. Bon. En effet, en effet, par science, par science, par science, nous entendons un système, nous entendons un système de concepts et de théories, un système de concepts et de théories, un système de concepts et de théories destiné, destiné à rendre compte, destiné à rendre compte des phénomènes, destiné à rendre compte des phénomènes de la nature. Nature, hein. Nous l'avons, nous l'avons aussi défini nous l'avons aussi défini comme étant, nous l'avons aussi défini comme étant une connaissance rationnelle, comme étant une connaissance rationnelle, virgule, objective,
virgule, méthodique, universel. Et universel. Universel. Capable, capable de par ses progrès, de par ses progrès gigantesques, de par ses progrès gigantesques, d'améliorer, d'améliorer les conditions de vie des hommes, des conditions de vie des hommes, afin de participer, alors, afin de participer, afin de participer à l'acquisition du bonheur, à l'acquisition du bonheur. De plus, virgule, la science, en tant que, en tant que connaissance, la science en tant que connaissance rationnelle, en tant que connaissance rationnelle, est valable, est valable pour tout homme, est valable pour tout homme, virgule, quelle que soit, quelle que soit son origine. Est valable pour tout homme, quelle que soit son origine. Moi, Elle, elle a permis, elle a permis, elle a permis à l'humanité, elle a permis à l'humanité d'accomplir, elle a permis à l'humanité d'accomplir d'importants, elle a permis à l'humanité d'accomplir d'importants progrès, d'importants, elle a permis à l'humanité d'accomplir d'importants progrès grâce aux performances qu'elle réalise, grâce aux performances
grâce aux performances qu'elle réalise. Ainsi, euh, la science, ainsi, la science a permis, la science a permis à l'homme, la science a permis à l'homme, la science a permis à l'homme de domestiquer ou de dompter la nature, de domestiquer ou de dompter la nature. Hein. Elle est, elle est la composante, elle est l'une des composantes, elle est l'une des composantes, elle est l'une des composantes essentielles, elle est l'une des composantes essentielles de la culture moderne. Hein. Elle offre à l'homme, elle offre à l'homme un pouvoir, elle offre à l'homme, elle offre à l'homme un immense pouvoir, un immense pouvoir qui lui permet, un immense pouvoir qui lui permet qui lui permet, un immense pouvoir qui lui permet de gouverner, lui permet de gouverner la nature, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la science, c'est-à-dire que la science a donné à l'homme, a donné à l'homme le pouvoir de posséder, de posséder et de contrôler, de posséder et de contrôler la nature, de contrôler, de posséder et de contrôler la nature. C'est la raison pour laquelle
C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle Descartes, c'est la raison pour laquelle Descartes, la raison pour laquelle Descartes, c'est la raison pour laquelle Descartes considère l'homme comme, de point on ouvre le guillemets, comme maître et possesseur, maître et possesseur, considère l'homme comme maître et possesseur de la nature, considère l'homme comme maître et possesseur de la nature. Et bon, voulant dire par là, voulant dire par là que la science est au service, la science est au service de l'homme. Voulant dire par là que la science est au service de l'homme. La science nous a permis, la science nous a permis de saisir les lois. La science nous a permis de saisir les lois et les lois et les mécanismes qui gouvernent le monde, qui gouvernent les lois et les mécanismes qui gouvernent le monde, de saisir les lois et les mécanismes qui gouvernent le monde. La science nous a permis de, de voir que la science nous a permis de saisir les lois et les mécanismes qui gouvernent le monde. D'ailleurs, virgule, c'est ce qui amène à un groupe de penseurs. D'ailleurs, c'est ce qui amène à un groupe de penseurs. D'ailleurs, c'est ce qui amène à un groupe de penseurs de dire, à un groupe de penseurs de dire que la science est capable, que la science est capable, que la science est capable de résoudre, que la science est capable de résoudre tous les problèmes. La science est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme.
La science est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le scientisme ou le positivisme. Le scientisme ou le positivisme. Le scientisme ou le positivisme. Je réponds. C'est-à-dire, c'est-à-dire la croyance, c'est-à-dire la croyance à la toute-puissance, la croyance à la toute-puissance, la croyance à la toute-puissance de la science, la croyance à la toute-puissance de la science. Bon, ces penseurs, ces penseurs, virgule, ce qui n'est pas scientifique, pour ces penseurs, ce qui n'est pas scientifique ne doit, ne doit être, ne doit pas être, ne doit pas être considéré, ne doit pas être considéré comme connaissance, comme savoir, ne doit pas être considéré comme savoir. C'est dans cette, c'est dans cette, c'est dans cette même, c'est dans cette même perspective, c'est dans cette même perspective, c'est dans cette même perspective que le chimiste, que le, que le chimiste français, à savoir, le chimiste français, à savoir Marceline Berthelot, à savoir Marceline Berthelot, le chimiste français, à savoir Marceline Berthelot, a pu affirmer, a pu affirmer de moi, je le guillemets, la science et la bienfaisance et la science et la science et la bienfaisance, la science et la bienfaisance de l'humanité.
Alors, Martin Berthelot considère que la science est la bienfaisance de l'humanité. De même que Jean Rostand, de même que Jean Rostand, de même que Jean Rostand, qui a fait observer, de même que Jean Rostand, qui a fait observer avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de pertinence, de même que Jean Rostand, qui a fait observer avec beaucoup de pertinence, qui a fait observer avec beaucoup de pertinence que la science, de point de vue limite, que la science, que la science a fait de nous, la science a fait de nous, la science a fait de nous des dieux, la science a fait de nous des dieux avant, avant que nous n'ayons, avant que nous n'ayons la structure de l'homme, avant que nous n'ayons la structure, avant que nous n'ayons la structure de l'homme, avant que nous n'ayons la structure de l'homme. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la science, c'est-à-dire que la science a donné à l'homme, a donné à l'homme un pouvoir, un grand pouvoir, un grand pouvoir qu'il peut ne pas contrôler. Hein? À la lumière de notre, à la lumière de notre analyse, nous retiendrons, nous retiendrons que la science, de par ses innombrables, la science de par ses innombrables, la science de par ses grands progrès, la science de par ses grands progrès a répondu, la science de par ses grands progrès a permis à l'humanité, a permis à l'humanité de mieux
saisir la nature afin, afin, afin de régler, afin de régler les problèmes afin de régler les problèmes auxquels il est confronté. Quoi? Mhm. Toutefois, la science arrive-t-elle, la science arrive-t-elle, arrive-t-elle à solutionner les angoisses de l'humanité? Alors, j'ai été long, mais quand même, ça vaut le coup. Il fallait prendre le temps, détailler, argumenter, expliquer, illustrer, jusqu'à faire une conclusion partielle et faire la transition pour également élaborer, traiter la deuxième qui est l'antithèse. Alors, on a commencé par là pour dire, dans le développement de la thèse, on doit poser une idée directrice, l'argumenter par une explication, une explicitation, et l'illustrer par des exemples de citations, faire une conclusion partielle et faire la phrase de transition. Et pour la phrase de transition, vous pouvez revenir sur la question de l'antithèse. Alors, je vais lire, vous allez voir. J'ai commencé par dire que la science a donné réponse sur les questions auxquelles l'humanité est confrontée. En effet, par science, nous entendons un système de concepts, un système de concepts et de théories destinées à rendre compte des phénomènes de la nature. Nous l'avons aussi défini comme étant une connaissance rationnelle, objective, méthodique et universelle, capable de, par ses progrès gigantesques, d'améliorer les conditions de vie des hommes afin de participer à l'acquisition du bonheur. J'ai commencé par définir la science et de montrer ce qu'elle peut donner de part en profondeur, n'est-ce pas, de ses progrès. De plus, la science, en tant que connaissance rationnelle et valable pour tout homme, soit son origine, elle a permis à l'humanité d'accomplir d'importants progrès grâce aux performances qu'elle réalise. Ainsi, la science a permis à l'homme de domestiquer ou de dompter la nature. Elle est l'une des composantes essentielles de la culture moderne. Elle offre à l'homme un immense pouvoir qui lui permet de gouverner la nature. C'est-à-dire que la science a donné à l'homme le pouvoir de posséder et de contrôler la nature. C'est la raison pour laquelle Descartes considère l'homme comme maître et possesseur de la nature. Voulant dire par là que la science au service de l'homme, voulant dire par là que la science est au service de l'homme, que la science est au service de l'homme. La science nous a permis de savoir, de saisir les lois et les mécanismes qui gouvernent le monde. D'ailleurs, c'est ce qui amène à un groupe de penseurs de dire que la science est capable de résoudre tous les problèmes de l'homme. C'est ce qu'on appelle le scientisme ou le positivisme. C'est-à-dire la croyance à la toute-puissance de la science. Parce qu'il y a une communauté de scientifiques qui pensent que la science, n'est-ce pas, peut tout connaître. Pour ces penseurs, ce qui n'est pas scientifique ne doit pas être considéré comme savoir.
C'est dans cette même perspective que le chimiste français, à savoir Marcellin Berthelot, peut affirmer que la science est la bienfaisance de l'humanité. De même que Jean Rostand, qui a fait observer avec beaucoup de pertinence que la science a fait de nous des dieux avant que nous n'ayons la structure de l'homme. C'est-à-dire que la science a donné, c'est-à-dire que la science a donné un grand pouvoir à l'homme qu'il peut ne pas contrôler. À la lumière de notre analyse, là, nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de la conclusion partielle. Nous retiendrons que la science, de par ses grands progrès, a permis à l'humanité de mieux saisir la nature afin de régler les problèmes auxquels il est confronté. Oui. Problème auquel l'humanité est confrontée, au problème auquel elle est confrontée. Toutefois, la science arrive-t-elle à solutionner toutes les angoisses de l'humanité? J'ai fait la transition. Maintenant, il nous reste 5 minutes. Et bon, le développement a été long, que c'est une dissertation qui se fait sur 4 heures de temps. Mais nous, on a 2 heures de temps. Alors, sur les 2 heures, on ne peut traiter une partie. Alors, l'autre partie, il faudrait quand même 2 heures encore pour le faire, pour qu'il y ait en tout cas une dissertation entière. Alors, Monsieur, maintenant, à vous les questions, les suggestions, les améliorations à faire. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur, oui, monsieur, comment vous Oui, allez? monsieur. je vous entends très faiblement. Monsieur. Monsieur, Oui, oui. Oumisane Pouy. Oui, monsieur. Oui, Concernant la deuxième partie, oui. est-ce qu'on peut illustrer les bombes atomiques qui est un danger pour ce monde d'aujourd'hui? Effectivement, c'est l'absence de la morale de la science. Vous allez aborder que la science est un Mais, instrument sans valeur morale, alors qu'il peut conduire à l'humanité vers un danger. Pour vous donner l'exemple de la bombe atomique. La bombe atomique, n'est-ce pas, est le fruit des et inventions et des aussi découvertes de la, scientifiques. Oui, on peut parler de oui, la et pollution aussi des gaz à effet de serre, de la chirurgie. de la chirurgie des transgenres. On peut parler de l'histoire des mères porteuses, on peut parler de l'euthanasie. On peut donner tout exemple qui, simplement, toute chose faite par la science et qui ne prend pas en charge la morale, c'est-à-dire l'éthique, la manière de vivre. C'est bon? Oui, 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 monsieur, c'est bon, monsieur, merci. Oui, Fatima. monsieur, j'ai vu que dans les citations que vous donnez, par la suite, Oui, par la suite, ça nécessite encore de l'expliquer clairement. mais c'est la Quand on démarche. dit, Effectivement, c'est la démarche nécessaire, c'est la démarche qui est. Quand vous donnez une citation, d'ailleurs, la citation est collée à vos arguments, mais vous devez penser à l'expliquer. Ça montre à votre correcteur quand même que vous maîtrisez ce que vous dites et que vous. Parce que développer, c'est rendre beaucoup plus détaillé, c'est rendre beaucoup plus accessible. Dans le développement, vous devez expliquer, bien sûr. Si vous donnez une citation, il faut l'expliquer. C'est bon? donc, monsieur, on peut pas faire une dissertation du début à la fin sans faire donner des citations. Bon, je ne dirais pas non, mais Euh, quels sont les éléments qui composent un paragraphe argumentatif? Un paragraphe argumentatif doit avoir une illustration. Non? Parce qu'il y a beaucoup de citations. Des fois, on risque de se faire en mélangeant les leçons et D'accord, mais bon, il faut être prudent parce que vous avez 4 heures de temps au bas. Et quand même, essayez de sélectionner les citations. C'est bon? Parce que la tout. citation a une valeur de rendre solide vos arguments. C'est bon? D'accord. Monsieur, D'accord. une dernière proposition. Oui, La fois passée, vous avez fait le sujet sur le commentaire de texte. oui, On avait très bien compris, vraiment, pour oui. l'introduction, mais il manquait la dernière partie. Vous nous avez dit que de revenir, mais depuis lors, on attendait, on ne vous avait pas vu. D'accord. D'accord. C'est-à-dire de On vous développer la deuxième réclamait, même partie. sur Takana, on a même appelé là-bas. Pour D'accord. que, Maintenant, on va voir avec le temps qu'est-ce qu'on pourra programmer. oui, si, D'accord. après la fête de tabaski, si vous pouvez nous aider pour le développement détaillé de ce,
D'accord, il n'y a pas de du souci. commentaire. Parce que là, on traite que les sujets de dissertation et au bac, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous proposer de mieux. Effectivement, effectivement, il n'y a pas de souci. On va y réfléchir, essayer de vous le faire, Inch'Allah. D'accord. Donc, Oui, Mohamed Keita. Oui, monsieur, je voulais savoir, dans l'antithèse, par Oui, exemple, comme premier argument, on pouvait prendre que la science est nocive. D'une part, elle peut être nocive pour l'humanité avec ses créations qui n'ont pas de morale, telles que la bombe atomique, la dégradation de la couche d'ozone, n'est-ce pas? effectivement, ce sont des Et dans arguments. l'argument 2, on peut montrer qu'elle est fondamentalement limitée pour accéder à certaines vérités. Par exemple, elle ne peut pas comprendre la foi et ainsi de suite, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement, effectivement. D'accord, C'est très bien merci. vu, c'est très bien vu. C'est très bien vu, Mohamed. Vraiment, Merci. voilà, je vous en prie, il faut continuer à persévérer dans cet effort. Voilà, dans cet effort royal de l'effort et du progrès, il faut continuer quand même. Il faut vous exercer. La meilleure manière de maîtriser la méthode et le contenu, c'est voilà, de s'exercer comme on le fait. C'est pas compliqué. C'est du français, il faut avoir une expression un peu soutenue, essayer de mettre en valeur ce que vous avez compris. C'est pas difficile. C'est bon. C'est pas difficile. Toutefois que la méthode, elle est, ouais, elle est saisie, le reste, c'est du contenu, c'est une organisation du travail. Alors, vous avez vu avec moi que depuis la reformulation, depuis l'analyse conceptuelle, vous parvenez à bien, mieux comprendre le sujet. Ne prenez jamais le risque de traiter un sujet sans pour autant faire l'analyse conceptuelle, sans pour autant définir le terme, comprendre ce qu'il faut retenir dans ce sujet et ce qu'il faut ne pas retenir, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ne pas dire, c'est ce qui est permis de dire, c'est ce qui est permis de faire, c'est ce qui est interdit de dire et de faire. Ça va? Alors, sur ce, je dois vous prendre congé, il est 22 heures. La prochaine fois, on viendra avec beaucoup plus d'énergie, de temps, n'est-ce pas, de clarté, n'est-ce pas, et tout simplement d'idées pour tout simplement vous satisfaire en ce que vous voulez sur le combat que vous devez mener, c'est-à-dire l'obtention du baccalauréat dans les plus belles manières avec la mention que vous souhaitez. Sur Takana Academy, on est disponible, très disposé à vous expliquer. Restez connectés sur Takana et également, il faut partager ce moment de plaisir, ce moment d'acquisition et de consolidation de savoir avec, n'est-ce pas, vos amis, vos camarades, il faut les partager pour le reste des jours de révision. Il nous reste 3 à 4 semaines de révision. Alors, si vous avez des amis, des camarades de classe, voilà, il faut les faire, n'est-ce pas? Il faut les partager, ces idées-là. Voilà, ça ne fera que voilà, vous rendre tous bacheliers ou bachelières d'ici un mois, Inch'Allah, s'il plaît au grand, n'est-ce pas, à Dieu. Sur ce, je vous dis, passez une excellente fin de soirée et à la prochaine fois. Merci.